Alors maintenant, duel ou duo, eh bien, on est pendant le déroulement des opérations et là, ça va être une vraie table ronde, je crois. Monsieur Gilles de Courcelles, expert de justice, Madame Jocelyne Chabassier, magistrat à l'inspection générale de la justice, et Maître Thomas de Boisseau, avocat au barreau de Bordeaux. Alors, il me revient de débuter cette table ronde numéro 2 qui est intitulée « Pendant l'instruction ». Je vais cependant opérer un léger retour en arrière puisque je vais vous parler dans un premier temps de la désignation de l'expert judiciaire et de sa mission. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause par le juge à partir du moment où il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer dans un litige qui lui est soumis. Et il doit, dans un premier temps, choisir la mesure qu'il va décider. Et comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, au titre des mesures d'instruction, on peut retenir les constatations, la consultation et l'expertise. Le juge doit, en principe, limiter son choix à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Bon, en pratique, on vous l'a également dit tout à l'heure, l'expertise est la référence. Les consultations, les constatations sont malheureusement peu utilisées. Elles sont peu demandées par les avocats, il faut le dire. Elles sont peu retenues par les magistrats, compte tenu en fait du cadre juridique plus sécurisant qui entoure le recours à l'expertise. Mais néanmoins, je trouve qu'il faudrait, dans le cas d'une meilleure administration de la justice, plus pour les avocats et pour les magistrats, se poser la question de ce qui est vraiment nécessaire pour avoir une réponse technique qui permettra de résoudre un litige qui est soumis à un juge. Ensuite se pose la question de la personne que le juge va désigner, et il peut désigner toute personne de son choix pour l'éclairer. Il peut désigner évidemment un expert qui est inscrit sur la liste des cours d'appel ou sur la liste de la Cour de cassation. C'est d'ailleurs la plupart du temps ce qui se produit. Mais il peut également se produire que le juge désigne un expert qui n'est pas inscrit pour une raison bien déterminée, parce qu'il y a une compétence très spécifique et que la personne n'est pas inscrite. Et à ce moment-là, il devra prêter serment. Le choix de l'expert est un moment très important dans la procédure judiciaire. En effet, si on choisit le mauvais expert, eh bien, ça peut conduire à un véritable désastre judiciaire. Et ça, il faut que les parties, il faut que les avocats et les juges aient vraiment conscience dès le départ de la nécessité de vraiment prendre le temps de choisir la bonne personne. Alors, la bonne personne, c'est... je reviens sur une idée que j'avais. Souvent, lors d'une audience, il y a des avocats qui viennent avec en tête un nom, parce qu'ils connaissent bien leur dossier, ils connaissent bien les experts, ils connaissent notamment bien les experts qui marchent bien, si j'ose dire, et ils ont envie d'avoir la désignation de l'expert qu'ils ont choisi, eux. Souvent, d'ailleurs, les avocats peuvent se mettre d'accord sur le nom de cet expert et le proposent au magistrat qui va décider. Alors, moi, à titre de magistrat et à titre d'inspecteur de la justice, je dirais, je recommande à tous les juges surtout de ne pas désigner un expert sur le siège, mais de prendre le temps, ensuite dans son bureau, de s'assurer de plusieurs choses. Alors, premièrement, de sa compétence technique, qu'on lui ait proposé ou non un nom, hein, mais en tout cas, il faut qu'il s'assure de la compétence technique de l'expert. Alors, malheureusement, les magistrats disposent d'outils qui ne sont pas suffisamment développés pour choisir le bon expert, puisqu'on a des nomenclatures que moi je trouve, pour avoir exercé dans d'autres temps les fonctions de juge de contrôle d'expertise à Nanterre,
la nomenclature n'est pas suffisamment précise pour trouver le bon expert pour le dossier en question. Donc, il faut absolument que le magistrat vérifie la capacité de l'expert qu'il pressent, sa compétence, mais pas seulement. Il faut aussi qu'il s'assure de sa disponibilité. Et ça, c'est essentiel. Parce que, on le sait, les expertises civiles qui sont ordonnées dans les tribunaux concernent surtout deux secteurs. C'est le secteur du bâtiment et le domaine médical. Donc, on est à environ 40% dans le bâtiment et 35% dans le médical. Alors, évidemment, ne disposons pas de liste d'experts qui sont extrêmement nombreux dans ces domaines-là. Donc, il y a très, très vite une surcharge des experts qui sont désignés. Et là, si on ne prend pas la peine, dès le départ, de s'assurer que l'expert est disponible, on va perdre énormément de temps déjà pour faire démarrer l'expertise. Quelquefois, on a des expertises qui vont démarrer après 6 mois après, voire plus, d'ailleurs, j'ai déjà vu ça, après que l'expert ait été désigné. Donc, si on ne vérifie pas, à ce moment-là, il y a remplacement d'experts. Alors, pour peu que le tribunal ait un service du contrôle d'expertise, mais ça, j'en parlerai à la fin de notre table ronde numéro 2, n'est pas un service qui soit très, très structuré et organisé et un peu moderne, je dirais, ça peut prendre vraiment énormément de retard. Alors ensuite, et pour terminer mon premier propos, la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de mission de l'expert. Là aussi, c'est très important. Il y a eu un progrès maintenant dans les missions qui nous sont proposées dans le cadre des écritures des avocats, mais il faut absolument que le juge, et donc en amont les avocats, s'assurent de ce que la mission qu'ils proposent est vraiment la mission qui convient à l'expertise en question. On a trop souvent des missions types qui sont reprises sans être forcément adaptées au contentieux en question. Et ça, c'est aussi un peu dommage parce que cela plonge ensuite l'expert, quand il reçoit la décision et au cours de ces opérations d'expertise, dans des difficultés qui nécessitent de faire appel, encore une fois, au juge de contrôle de l'expertise pour interpréter les chefs de mission qui lui ont été donnés. Donc, le contenu de la mission doit éviter d'orienter l'expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties. Ça doit rester factuel. Il doit garder un caractère technique et s'en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. Le juge doit donc être vigilant et ne pas hésiter à modifier le contenu de la mission proposée. Alors, à titre d'exemple, on le voit assez souvent, et j'en terminerai par ça, les recherches d'intention ou de mobile, les demandes de fixation de responsabilité, d'appréciation de la portée d'une convention ou de la commune intention des parties doivent être absolument proscrites. Donc, je vous parlerai ensuite du rôle du juge du contrôle expertise, mais je passe maintenant la parole à Thomas de Boisson pour la deuxième partie de la table ronde. Merci Jocelyne. Ce qu'on a tous évoqué lors des travaux préparatoires de ce colloque, c'est que l'expertise judiciaire constitue l'un des rares moments du procès civil durant lesquels la partie dispose de la possibilité d'être directement entendue sur le litige dont il fait l'objet. S'agissant par ailleurs d'un moment souvent crucial du procès civil, là où les responsabilités vont émerger, les parties ne manquent pas de s'entourer de conseils juridiques et techniques spécialisés en la matière. Le droit pour la partie à une expertise judiciaire d'être représentée et assistée par des conseils est même consacré par les articles 161 et suivants du Code de procédure civile. Il convient néanmoins de distinguer la situation de l'avocat de celle de l'expert de partie. L'article 162 du Code de procédure civile prévoit
le droit aux parties d'être représentés par l'avocat de leur choix à tout moment de l'exécution de la mesure d'instruction. L'avocat peut suivre l'exécution quel qu'en soit le lieu, formuler les observations et présenter les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de la partie qu'il représente. Il résulte en effet des dispositions de l'article 161 du Code de procédure civile que les parties ne sont pas tenues d'assister aux opérations d'instruction lorsque la mesure n'implique pas leur audition personnelle. Dans ce cas, elles peuvent se contenter de se faire représenter par leur seul avocat. Ceci étant précisé, la jurisprudence et la pratique reconnaissent aux parties le droit de se faire assister par un autre professionnel qu'un avocat, l'expert de partie, l'expert technique. Il ne semble pas en revanche qu'elle puisse se faire représenter au sens procédural par cet expert technique, de sorte que celui-ci ne pourra pas en principe se présenter seul aux réunions d'expertise pour porter la voix de son client. Afin que la partie absente d'une réunion y soit utilement représentée, il devra à minima être prévu la présence de son avocat en sus de celle de son expert technique. Néanmoins, en pratique, il est largement admis la présence des seuls experts techniques lorsqu'il est contradictoirement convenu que la réunion aura un objet purement technique. De même, l'expert de partie, quand on lit le Code de procédure civile, n'est pas recevable à adresser à l'expert de justice des observations écrites, sauf à ce que celles-ci soient signées ou contresignées par son client. Ainsi, la note technique rédigée par l'expert de partie, sous la réserve que je viens d'évoquer, n'a donc pas en soi valeur de dire au sens des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, de sorte que l'expert de justice n'a pas en principe l'obligation d'y répondre dans le cadre de son rapport. Afin de contourner cette difficulté procédurale, il sera recommandé soit d'annexer la note technique à un dire en précisant qu'elle en fait partie intégrante, soit de répercuter dans un dire les conclusions de cette note technique, qui est communiquée sous forme de pièce cette fois-ci, et de renvoyer dans le dire pour le surplus au développement de la note technique. Les parties, en tout cas, ne devront pas s'étonner que le rapport d'expertise ne réponde pas expressément aux notes techniques de leur expert, auquel l'avocat n'aura pas veillé de conférer une valeur de dire. Il doit ainsi être distingué la situation de l'avocat, qui a pouvoir de représentation de son client, de la situation de l'expert de partie, qui assiste l'avocat et son client sans pouvoir le représenter au sens procédural. Il n'en reste pas moins qu'en pratique, l'expert de justice va privilégier de manière naturelle, dans le cadre de son analyse technique, les propos tenus en réunion par l'expert technicien ou les écrits formulés par celui-ci dans ses notes techniques. J'en conclus qu'il existe une forme de hiatus entre la théorie juridique, le Code de procédure civile, et la pratique expertale. De fait, aux yeux de la loi, l'expert de justice est censé tenir compte des seuls écrits et paroles de l'avocat. Toutefois, en pratique, ce sont souvent les écrits et paroles de l'expert de partie qui, aux yeux de l'expert de justice, disposent d'une véritable légitimité dans les débats qu'il organise. On peut ainsi dire que l'expert de partie, sans l'avocat, est privé de son droit à la parole, mais que réciproquement, l'avocat, sans son expert, est privé de légitimité technique à l'égard de l'expert de justice. La notion de duo entre l'expert de partie et l'avocat fait donc pleinement sens en phase d'instruction. Donc, je vais passer la parole à Gilles de Courcelles pour évoquer cette fois-ci la déontologie de l'expert de partie. Merci, maître de Boisson. Alors, effectivement, intéressons-nous donc à ce technicien qui assiste une partie et les conseils de cette partie et que l'on dénomme expert de partie. Et évoquons plus particulièrement
la déontologie qui va encadrer sa mission. Il n'existe pas dans les textes légaux de règles de déontologie qui viendraient encadrer la place et l'intervention de l'expert de partie dans cette phase d'instruction. Pour autant, se dégage de la pratique comme de la doctrine, à laquelle s'apparentent les propos tenus lors de colloques tels que celui que nous avons aujourd'hui, ou des termes du vade-mecum de l'expert de justice qui est publié sous l'égide du Conseil national des compagnies d'experts de justice. Eh bien, il se dégage de cela un certain nombre de règles et de principes qui relèvent de l'intérêt général et du bon fonctionnement de la justice dès lors qu'il s'applique. Alors, en présentant la chose de cette façon, nous laissons effectivement présupposer que l'expert de partie serait forcément un expert inscrit sur une liste officielle. Cela ne constitue pourtant aucunement une obligation, mais c'est plutôt une forme de recommandation dans la mesure où l'expert de partie est inscrit sur une liste officielle apporte au bon déroulement de l'instruction un double avantage. D'une part, à raison de sa pratique d'expert de justice et de ses obligations de formation, également en tant qu'expert de justice, il connaît les mesures d'instruction et les principes directeurs du procès. D'autre part, il se doit de respecter les règles de déontologie de l'expert de justice, et en particulier celles qui encadrent les consultations privées et qui s'énoncent comme suit. Première règle, l'expert qui intervient comme, on l'a dit, consultant technique, c'est-à-dire expert de partie, expert de justice, et il le fait à titre privé, doit faire en sorte qu'aucune ambiguïté n'existe sur le fait que son avis ne constitue pas une expertise de justice. N'étant pas désigné par le juge et ne menant pas ses travaux de façon totalement contradictoire, il va s'approcher du contradictoire, mais on ne pourra pas démontrer qu'ils sont totalement contradictoires. Il doit cependant présenter les mêmes garanties d'objectivité et d'impartialité que l'expert de justice. Deuxièmement, cet expert de justice, ainsi consulté comme expert de partie, sera tenu de donner son avis en toute liberté d'esprit, sans manquer à la probité et à l'honneur. Il rappellera donc explicitement les conditions de son intervention à son donneur d'ordre. Troisièmement, il doit, de façon générale, avoir la même relation avec la vérité que s'il était nommé par une juridiction. Il ne peut mentir, fût-ce par omission. Il ne peut faire de tri entre les pièces dont il a eu connaissance et dont il doit d'ailleurs établir et communiquer un bordereau complet s'il émet un avis technique. Quatrième point, il est recommandé à cet expert de partie, avant d'accepter une mission de consultant d'une partie, de faire signer une lettre de mission rappelant les principes qui précèdent et faisant explicitement référence aux règles de déontologie du CNECJ. Une parenthèse de ce point de vue-là, on a évoqué tout à l'heure la responsabilité, et la couverture Sophie Assure, par exemple. Lettre de mission est un élément très important, effectivement, pour couvrir la responsabilité de l'expert de justice intervenant comme expert de partie. Enfin, cinquièmement, la rémunération de l'expert ne devra en aucune façon comporter un honoraire de résultat et la lettre de mission devra rappeler à la partie consultante que les avis écrits de l'expert ne pourront être produits que dans leur intégralité. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler l'existence du recueil des fiches méthodologiques élaborées par la Cour d'appel de Paris, notamment sur la réparation du préjudice économique. La fiche 22, intitulée « Quelle expertise privée
en matière d'évaluation des préjudices économiques rappelle le principe selon lequel les règles de déontologie qui s'imposent à l'expert de justice se doivent d'être respectées lorsqu'un expert inscrit intervient comme consultant privé, ajoutant et concluant, ainsi qu'à tout consultant intervenant pour donner un avis technique. Ces principes de déontologie constituent le socle de la vérité technique, à la recherche duquel l'expert de partie concourt pleinement. Et je repasse la parole à Maître de Boisson sur cet aspect. Merci Gilles. La répartition des rôles entre l'avocat et l'expert de partie au stade de l'instruction est schématiquement la suivante. L'expert de partie recherche l'émergence d'une vérité technique. L'avocat veille à ce que cette vérité technique émerge dans le cadre et dans le respect des dispositions du Code de procédure civile, encadrant les mesures d'instruction, mais évidemment et également dans l'intérêt juridique sous-jacent de leurs clients communs. C'est ainsi un étroit travail de collaboration qui doit être entrepris entre l'avocat et l'expert de partie, dans le cadre duquel l'avocat détermine les éléments de preuve devant être établis à l'occasion de l'expertise judiciaire et qui seront nécessaires au succès de ses prétentions devant le juge du fond. L'expert de partie, de son côté, devra orienter ses démonstrations techniques pour obtenir, dans le cadre du rapport, ces éléments de preuve. Ce travail de collaboration entre l'avocat et l'expert de partie en phase d'instruction doit également permettre, au fur et à mesure du déroulement des opérations d'expertise, d'identifier l'existence d'un intérêt à la transaction. En effet, il est demandé à l'expert de partie de fournir tout au long de l'expertise une analyse des constats, des investigations réalisées, lesquelles peuvent, avant le dépôt du rapport, caractériser la responsabilité du client. Il appartiendra ainsi à l'expert de partie et à l'avocat de déterminer ensemble l'opportunité de mener les opérations d'expertise à leur terme ou au contraire de rechercher sans attendre une solution transigée. L'avocat et l'expert agissent évidemment en duo. Toutefois, une nuance doit être apportée à cette notion de duo en phase d'instruction, dans l'hypothèse où interviennent à l'expertise judiciaire un expert d'assurance missionné par la compagnie d'assurance et un expert d'assuré missionné directement par le client assuré. En effet, le périmètre de la mission de ces deux catégories d'experts n'est pas identique. L'expert d'assurance, missionné par la compagnie d'assurance, aura pour objectif de faire établir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, les preuves nécessaires au succès des prétentions devant le juge du fond de la compagnie d'assurance et de son client assuré. Ce qui supposera l'immobilisation plus ou moins longue de l'outil de production sinistré pour réaliser les investigations utiles. L'expert d'assuré, lui, aura pour objectif de veiller à ce que son client assuré soit dûment indemnisé par la compagnie d'assurance, mais également de veiller à ce que les opérations d'expertise judiciaire n'entravent pas durablement l'utilisation des outils de production sinistrés du client et ne génèrent par conséquent des pertes d'exploitation complémentaires et un préjudice commercial. L'objectif de l'expert d'assurance visant à l'établissement des preuves utiles à la procédure au fond et l'objectif de l'expert d'assuré de minimiser les conséquences de l'expertise judiciaire sur l'utilisation de l'outil de production peuvent par moments s'avérer difficilement conciliables. Une forme de duel peut ainsi s'instaurer entre l'expert d'assurance et l'expert d'assuré. Il reviendra ainsi à l'avocat qui représente souvent à la fois les intérêts de la compagnie d'assurance et celle de l'assuré, de favoriser la libération rapide de l'outil de production sinistré
sans toutefois mettre en péril les investigations nécessaires à l'établissement des preuves utiles au succès des prétentions de ses clients devant le juge du fond. Le Code de procédure civile prévoit à cet effet des procédures d'urgence, et il est vrai que le périmètre de la mission peut aussi tendre à la conciliation de ses intérêts ou de ses objectifs parfois un peu antagonistes. Enfin, l'avocat spécialiste de la procédure civile et détenteur du droit de saisir le juge chargé du contrôle doit veiller à ce que les opérations d'expertise se déroulent dans le respect des dispositions du Code de procédure civile. Notamment, l'avocat doit veiller au bon respect du contradictoire, lequel suppose notamment que la mesure d'instruction soit diligentée en présence des parties ou de leurs représentants, que les parties soient préalablement convoquées en temps utile, obtiennent communication de tout document, soient informées de tout élément servant à établir l'avis du technicien et avoir la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de la mesure d'instruction. L'avocat doit également veiller à ce que le secret des affaires de son client soit respecté. Sur ce point, la jurisprudence nous enseigne que le recours à des mesures d'instruction ou de production de pièces peuvent porter atteinte à des secrets protégés, mais c'est à la condition que leur exercice soit, entre guillemets, indispensable et proportionné aux intérêts antinomiques en présence. Le secret des affaires ou des correspondances ou la protection de la vie privée ne constitue donc pas en eux-mêmes un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne ou la production de pièces qu'il autorise procèdent d'un motif légitime, sont indispensables à la protection des droits de la partie qui les a sollicités et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces secrets au regard du but poursuivi. En pratique, il est aussi communément admis que les documents revêtant une sensibilité particulière puissent être communiqués en mode confidentiel expert, à savoir que seul l'expert de justice sera destinataire des dits documents, charge à lui d'en livrer une analyse dans le respect du contradictoire. Et j'en ai terminé. Et c'est Gilles, c'est ça. Alors, je continue sur ce thème duel-duo. Et ayant constaté, après l'intervention de Thomas, que finalement, l'expert de partie étant un des acteurs dans la phase d'instruction, nous devons nous intéresser à la relation qu'il peut avoir avec les autres acteurs de cette phase si particulière. En fait, durant la phase d'instruction, la conduite de l'expertise se fait sous l'autorité de l'expert de justice que le juge a désigné, auquel il a confié mission. C'est dans ce cadre que les parties et leurs conseils peuvent souhaiter être assistés d'un expert dit de partie. Cet expert de partie, bien sûr, se distingue clairement du sapiteur, qui est un technicien expert dans une autre spécialité que celle de l'expert de justice désigné et qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. L'expert de partie, au cours de la phase d'instruction, sera d'abord conduit à collaborer avec la partie qui l'a désignée, ainsi qu'avec son conseil. À ce titre, ce sont les règles de déontologie que nous avons précédemment rappelées et qui ont été évoquées dès l'ouverture par le président Vigneault, qui vont s'appliquer et auxquelles l'expert de partie doit être tout particulièrement attentif, notamment au regard de ses obligations d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité et au regard de sa relation avec la vérité. Cependant, il est fréquent que dans le cadre de la collaboration de collaboration de l'expert de partie s'élargisse, tout particulièrement à l'occasion de réunions techniques d'expertise. L'expert de partie se trouvera alors en relation avec d'autres acteurs de l'expertise et en particulier l'expert de justice, bien évidemment, et son sapiteur, le cas échéant, les avocats des autres parties et les autres experts. Regardons brièvement chacune de ces trois situations. S'agissant de la relation avec l'expert
de justice et le sapiteur. L'expert de partie devra être tout particulièrement attentif, surtout si il est lui-même expert de justice, à la qualité de sa relation avec l'expert de justice et avec le sapiteur. À cet égard, il pourra utilement s'inspirer des considérants relatifs au devoir de l'expert envers ses confrères, qui sont cités dans les règles de déontologie qui figurent au vade-mecum de l'expert de justice du CNECJ. Il devra en particulier s'exprimer avec modération, objectivité et sans agressivité à l'égard de ses confrères, et ne se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité quant à la conduite de l'expertise et du travail qui en résulte. S'agissant maintenant de la relation avec les avocats des parties adverses, l'expert de partie prendra garde à ne pas donner l'impression, dans ses éventuels échanges avec les avocats des parties adverses, de se comporter lui-même en avocat de la partie qu'il a désignée. En effet, il n'est pas rare que l'expert de partie se sente déstabilisé par les propos, c'est rare, que les avocats des parties adverses peuvent exprimer au regard de son travail ou à l'occasion des questions qu'ils peuvent lui poser. L'expert de partie ne doit pas alors se placer en situation de se défendre ou de défendre son travail ou les avis qu'il exprime, mais plutôt d'expliquer, voire, c'est parfois nécessaire, de réexpliquer les analyses et avis qu'il a produits et dont il doit admettre que leur aspect technique fait qu'ils ne sont peut-être pas toujours bien compris par les avocats des parties adverses, voire même de l'avocat de la partie pour lequel il intervient. Enfin, s'agissant de la relation avec les autres experts, à l'égard des autres experts, dits experts de partie ou experts d'assureur ou experts d'assuré, l'expert de partie doit s'attacher à appliquer les mêmes règles de conduite que celles qui régissent sa relation avec l'expert de justice. Et cela que ces experts soient eux-mêmes inscrits ou non sur une liste officielle et qu'ils soient experts de l'assureur comme de l'assuré. En conclusion, je dirais d'une façon générale, au regard du besoin de confiance et de sérénité dont le procès a besoin à chacune de ces phases, plus particulièrement sur cette phase de l'instruction. Dans ses relations avec les autres acteurs de l'instruction, l'expert de partie devra être tout particulièrement vigilant à respecter la solennité qui encadre la manifestation de la justice, et cela, quels que soient les incidents qui pourraient venir perturber la phase de l'instruction. Je me tourne donc vers Madame Jocelyne Chabassier. Merci. Deuxième magistrat qui a un lien très fort avec l'expertise, c'est le juge de contrôle des expertises. Il y a normalement un juge de contrôle d'expertise, voire plusieurs dans les grandes juridictions, donc par tribunal judiciaire. Et ce juge est compétent, comme vous le savez tous, pour contrôler l'exécution des mesures d'instruction. Et il est important que ce service de contrôle des expertises soit organisé au sein du tribunal pour permettre aux experts d'avoir un interlocuteur unique. Parce que malheureusement, on le voit dans le cadre de mes inspections ou dans le cadre d'une mission plus particulière, je pense, sur le traitement des dossiers civils longs et complexes, pour lequel nous avons fait beaucoup d'investigations en France métropolitaine et en Outre-mer. On se rend compte qu'en réalité, le service du contrôle des expertises dans les tribunaux est un petit peu le parent pauvre, malheureusement, puisque, comme vous le savez, nous avons des problèmes de ressources humaines et cette tâche n'est pas considérée comme une tâche prioritaire. Et donc, elle est assumée en province, souvent par le président de la juridiction, donc qui aura plus ou moins d'appétence pour la fonction, donc qui s'y investira plus ou moins en fonction du temps dont il dispose. Et sinon, dans les autres tribunaux, eh bien, souvent,
par des magistrats qui n'auront pas évidemment que cette fonction à assumer, mais donc qui l'assumeront après avoir assumé les autres fonctions dont ils ont la charge. Et comme on sait que la charge des magistrats est très importante, malheureusement, il y aura peu de temps à consacrer au contrôle expertise, qui est vraiment extrêmement dommageable pour la justice civile en général, puisque en réalité, eh bien, on se rend compte des délais extrêmement importants des expertises et de l'allongement des procédures civiles, ce qui est vraiment une vraie difficulté. Donc, le juge du contrôle des expertises est chargé de traiter des incidents de l'expertise depuis la consignation de la provision qui précède la saisine de l'expert jusqu'au dépôt du rapport et la taxe de ces émoluments, mais il peut également ordonner toutes les mesures qui intéressent le suivi de l'expertise, notamment la gestion des provisions, des délais, des interprétations de mission, des extensions de mission, des réductions de mission, des suspensions de mission. Enfin, on peut faire appel à lui tout au long du processus de l'expertise. Mais il ne fait pas que ça, puisque le juge de contrôle de l'expertise, il centralise également toutes les informations qui sont relatives aux experts, et il doit restituer ces informations à ses collègues. Donc, normalement, il est recommandé au juge de contrôle de transmettre aux magistrats, à ses collègues, aux magistrats prescripteurs, une fiche de renseignement qui leur permettra de porter à sa connaissance des appréciations sur la qualité des rapports d'expertise dont ils ont eu à connaître à l'occasion de jugements qu'ils ont eu à rendre. Et ces fiches pourront notamment être utiles lors de la demande de réinscription de l'expert, puisque le juge de contrôle d'expertise, très souvent, participe à la commission de réinscription dans les cours d'appel. Et ils ont vraiment besoin d'éléments objectifs, puisque si un expert n'est pas réinscrit, eh bien, il faut motiver, la Cour de cassation est très vigilante sur ce point, il faut motiver le refus d'inscription, donc il faut quand même avoir des éléments objectifs pour ce faire. Alors, deux enjeux majeurs dans l'expertise judiciaire qui concernent le juge de contrôle de l'expertise, c'est le temps de l'expertise et le financement des opérations d'expertise. Si l'expert est en effet libre de conduire ses opérations comme il l'entend, il doit rendre compte de ses investigations et répondre utilement aux questions qui lui sont posées dans des délais qui lui sont impartis et dans une enveloppe budgétaire cadrée. Le temps d'expertise conditionne en grande partie la durée du procès civil, je vous l'ai dit, et le financement des opérations d'expertise reste à la charge d'une partie, sauf exception, et constitue à ce titre un élément important de l'accès à la justice. Donc on doit être extrêmement vigilant sur ces deux points, et c'est vraiment un point central du contrôle d'expertise. La durée ne doit pas être un handicap pour le déroulement du procès, et son coût ne doit pas devenir disproportionné par rapport à l'intérêt du litige. D'où, moi je l'ai vu quand j'étais juge du contrôle, vraiment un rappel aux experts de faire des demandes de consignation complémentaires au fil du temps d'expertise, de façon à mettre en mesure les parties de décider si elles veulent continuer ou non ces opérations. Si elles se rendent compte à un moment donné que ça dépasse l'intérêt du litige et qu'elles préféraient aller vers plutôt une médiation, par exemple, ou un rapprochement, ou des pourparlers, ou je ne sais quoi, il faut les mettre en mesure de le décider au moment opportun. Donc, effectivement, on peut quand même dire que la notion de délai raisonnable est difficile à apprécier, puisque, par exemple, dans l'expertise de construction, qui implique de multiples intervenants, le temps de l'expertise se divise en de multiples séquences. Il y a la séquence des parties, de leur conseil, après il y a la séquence de l'expert, la séquence du juge dans sa fonction de surveillance des opérations et dans sa fonction de contrôle, que ce soit lors de sa prise de décision ou après la remise du rapport, puisqu'on pourrait se dire que
une fois le rapport déposé, le juge de contrôle de l'expertise, à part son ordonnance de taxe, il n'a plus rien à faire. Mais non, souvent, il doit encore intervenir puisque les parties veulent rajouter, émettre des observations et il doit encore une fois intervenir. Donc, le contrôle de l'exécution de l'expertise prend la forme d'une assistance en cas de difficulté. Et vraiment, le juge du contrôle doit être un interlocuteur disponible pour l'expert et celui-ci ne doit pas hésiter à faire appel à lui. Dès l'expert se heurte à des difficultés, et je pense qu'il ne le fait pas assez souvent, peut-être parce que le juge du contrôle n'est pas très disponible actuellement, mais dès qu'il a une difficulté dans une expertise, il devrait faire appel immédiatement au juge du contrôle pour éviter que les dossiers s'enlisent et en fait, au bout d'un moment, l'expert ne s'en sort plus, ça devient extrêmement conflictuel, les relations entre les parties s'enveniment et c'est vraiment pas la bonne solution. Donc, il faut que l'expert tienne informé de ces opérations et difficultés éventuelles le magistrat pour qu'il puisse faire un véritable suivi, qu'il puisse avoir également un avis motivé sur les experts pour les connaître, parce que s'il n'a pas de rapport avec les experts, eh bien, il ne les connaîtra pas et il sera en difficulté lors des demandes de réinscription. Donc, de façon générale, le juge du contrôle, il a également un rôle pédagogique auprès des experts pour les aider à respecter les règles de procédure, qui quelquefois même s'ils ont des formations obligatoires sur ce point, peuvent être quelquefois subtiles à apprécier dans des situations particulières. Et ce, afin d'éviter des nullités de forme, comme cela peut malheureusement survenir, qui donc affecteront les opérations d'expertise. Alors, je dirais un dernier mot en ce qui concerne l'expert de partie, parce que vous le remarquerez, je n'en ai pas tellement parlé, pour la bonne raison que le magistrat qui ordonne une expertise ou le juge de contrôle de l'expertise, en fait, n'a pas comme interlocuteur l'expert de partie. Ce sont des techniciens qui assistent les parties, mais qui ne peuvent pas les représenter. L'expert de justice n'est pas tenu de lui communiquer ses travaux. Enfin, leur présence ne crée aucun lien de droit avec l'expert judiciaire. Le seul moment où il pourrait y avoir un lien, c'est s'il y avait un incident au cours des opérations d'expertise du fait d'un expert de partie. Et à ce moment-là, l'expert de justice pourrait, ou un avocat d'ailleurs, pourrait saisir le juge du contrôle en se plaignant du comportement d'un expert de partie. Mais à part ça, moi, je n'ai jamais eu d'autres contacts avec l'expert de partie. Et j'en ai fini avec mon propos. Madame Chabassier, rassurez-vous, je crois que c'est Lao Tzu qui l'a dit, les bonnes choses méritent d'être dites 2 fois. Voilà.